Son accent pyrénéen restera celui des soirs de peur, des augures funestes. Depuis la vague d'attentats ayant endeuillé la France, François Molins est devenu cette figure rassurante, compétente et pédagogue qui permettait aux citoyens de ne pas céder à la panique. Aujourd'hui procureur général près la Cour de cassation, il a accepté de nous faire partager ses souvenirs de ce début d'année 2015. La France, traversée par un flot d'émotions, on se souvient des manifestations, on se souvient de « Je suis Charlie », etc. Quels souvenirs gardez-vous de ce mois de janvier ? Déjà, comme tous les grands événements majeurs, on se souvient parfaitement de ce qu'on faisait à la minute où on l'a appris. Donc moi, j'étais en réunion J'étais à ma réunion hebdomadaire de gestion avec le président du tribunal de Paris. Donc je suis parti immédiatement parce que je ne savais pas véritablement l'ampleur de ce qui s'était passé, mais j'avais eu quelques mois auparavant l'expérience de l'affaire Descartes. Vous vous souvenez, qui était rentré dans les locaux de Libération avec un fusil qui avait tiré. Donc j'avais bien compris la sensibilité du sujet sur une fusillade à Charlie Hebdo. Et puis le sentiment que j'en ai après, c'est un sentiment d'enchaînement sans limite, dont on a peur de ne pas pouvoir sortir, puisque le 7 janvier, Charlie Hebdo, le 8 janvier, l'assassinat de Montrouge, ensuite la traque des frères Kouachi, l'épisode de Dammartin en Gouaine, le double épisode de 2 prises d'otages coordonnées et de 2 scènes de retranchement à gérer en même temps, ce qui, à ma connaissance, n'était jamais arrivé dans l'histoire de la police et de la justice. Donc vraiment un enchaînement de circonstances dont on se dit à un moment donné, mais comment est-ce qu'on va s'en sortir et quand est-ce que ça va s'arrêter ? Ça fait 5 ans maintenant. Est-ce qu'il y a des images, des moments, des émotions qui vous restent ? Je me souviendrai toujours effectivement des lieux, là, rue Nicolas Appert, quand je suis arrivé, qui grouillaient de monde. Il y avait du monde dans tous les sens. Je ne m'attendais pas à ce que j'allais voir, quoi. Quand je suis rentré dans cet immeuble, l'odeur, j'ai le souvenir effectivement d'un mélange d'odeur de sang et de poudre, qui effectivement s'explique. Et puis l'image du carnage dans la salle de rédaction. On n'est pas habitué à voir des choses comme ça. Vous avez décidé, dès le début, de communiquer régulièrement. Pourquoi et comment ça s'est passé ? On a su très vite qu'on allait communiquer. Et l'exercice, si vous voulez, il consiste effectivement, une fois qu'on l'a décidé, à le préparer de la façon la plus rigoureuse possible. Mais l'enjeu dans ce type de dossier, c'est de pouvoir donner une information qui soit à la fois la plus exhaustive et la plus rigoureuse possible. Tout le choix, effectivement, de distiller des informations à des moments stratégiques. On a fait un point de presse le vendredi soir, très tard, à 22h30 ou 22h45, donc à l'issue du débouclage et de la résolution des scènes de crime d'Armartin-en-Goual et Hypercacher, à la porte de Vincennes. Pourquoi 22h30, 22h45 ? Pour 2 raisons qui sont aussi logiques et compréhensibles l'une que l'autre. La première, c'est que ça nous donnait du temps pour le préparer. Et puis surtout, le fait de le faire aussi tard présentait l'avantage de déconnecter la parole du procureur de la parole du politique. Vous étiez procureur de la République à l'époque, mais derrière le procureur de la République, il y a aussi un être humain. Comment vous avez vécu ce mois de janvier ? Chacun a sa petite technique et essaie de gérer ces choses-là au mieux. Voilà un petit peu ce que je peux dire là-dessus. La vôtre ? Voilà. Quelle est votre technique ? En général, j'essaie sur ce genre d'événements, notamment sur la scène de crime, j'essaie de me ménager quelques instants de recueillement personnel. Et puis après, je passe à autre chose et je reviens dans mon office professionnel que je ne quitte plus. À l'époque, il y avait une difficulté de vases communicantes et une déperdition d'informations avec les différents services de renseignement. Est-ce que vous avez été acteur de cette réflexion, si ce n'est des changements qui ont pu se produire par la suite ? On a eu le souci, effectivement, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de trous dans la raquette, qu'il n'y ait aucune déperdition du renseignement, déjà entre services de renseignement, mais aussi dans l'articulation entre les services de renseignement et la justice.
avec une idée finalement assez forte, qui a beaucoup animé la collaboration qu'on a pu avoir, qui est que le renseignement doit irriguer la justice, mais la justice doit aussi en retour irriguer le renseignement dans une sorte finalement d'enrichissement permanent qui, à la limite, ne s'arrête pas. L'un enrichit l'autre et réciproquement en permanence. On arrive à la fin de l'interview. On sait depuis peu que finalement, le procès des attentats de janvier 2015 sera intégralement enregistré, comme l'ont été celui de Klaus Barbie et de Paul Touvier. Votre avis ? Je trouve que c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose, et pour la justice, et aussi pour les victimes. Je sais qu'elles y étaient attachées. Je pense que c'est une bonne chose que tout ça soit filmé. Parce que Charlie Hebdo, ces 3 jours, je pense, ont été très importants pour la société. Et puis, Charlie Hebdo, c'est Charlie Hebdo.